La France n'est pas condamnée au déclassement, à l'explosion, à l'inquiétude, à l'angoisse. Elle est la seule femme à avoir quitté un président français pendant son mandat. Pas après, pas avant, au sommet de son pouvoir. En 2007, alors que Nicolas Sarkozy venait à peine d'être élu, Cécilia s'évanouit de l'Élysée comme une ombre, sans discours, sans larmes, sans retour. Pourquoi une première dame abandonne-t-elle le rôle le plus convoité de France? Que s'est-il réellement passé derrière les dorures du palais présidentiel? Et pourquoi, malgré un remariage médiatisé avec Carla Bruni, Sarkozy n'a-t-il jamais réussi à faire oublier Cécilia? Était-elle simplement une épouse en crise ou un symbole du refus absolu de se laisser consumer par la lumière d'un autre? Cette histoire ne parle pas seulement d'un couple, elle parle d'un vide, d'un amour impossible à remplacer, et d'une femme qui, en partant, a changé le récit politique d'un pays entier. Cécilia Maria Sarah Isabelle Siganer Albéniz voit le jour le 12 novembre 1957 à Boulogne-Billancourt. Issue d'une famille aux origines aussi prestigieuses que complexes, elle est la petite fille d'un violoniste juif d'Europe de l'Est et descendante du compositeur espagnol Isaac Albéniz. Très tôt, elle cultive un goût pour l'indépendance et le refus des conventions. Avant d'être la compagne d'un président, elle est mannequin, organisatrice d'événements et surtout une femme qui évolue dans les cercles du pouvoir sans jamais vraiment en adopter les codes. Elle rencontre Nicolas Sarkozy en 1983 lors de son mariage avec Jacques Martin, célèbre animateur de télévision. Sarkozy, alors maire de Neuilly-sur-Seine, officie leur union. Ironie du destin. Quelques années plus tard, Cécilia quitte Martin pour rejoindre Sarkozy, provoquant un scandale médiatique feutré. La rumeur enfle, on parle d'une femme brillante, charismatique, au tempérament d'acier, capable de canaliser l'ambition brute de son nouvel époux. Leur relation devient fusionnelle, presque toxique. Pendant que Nicolas grimpe les échelons du pouvoir, ministre du Budget, puis ministre de l'Intérieur, Cécilia est partout, sans jamais être officiellement investie. Elle relie ses discours, conseille dans l'ombre, corrige le ton, aiguise la stratégie. En privé, elle impose, tranche et n'hésite pas à dire non. En 2002, lorsqu'il entre au gouvernement Raffarin, elle devient sa plus proche confidente, mais refuse toujours les projecteurs. Le couple vit une décennie d'ascension ininterrompue. Mais le pouvoir est une arène sans pitié. À mesure que Sarkozy se rapproche de l'Élysée, les tensions s'intensifient. En 2005, elle s'éloigne, puis revient. Leurs disputes deviennent publiques. La presse commence à chuchoter. Cécilia n'est pas faite pour le rôle de première dame. Elle-même le dira plus tard sans détour, « Je ne suis pas une femme politique, je suis une femme libre ». La campagne présidentielle de 2007 est un test ultime. Elle l'accompagne sans enthousiasme, absente de plusieurs événements clés. Le soir de la victoire, elle apparaît brièvement, figée, puis disparaît à nouveau. Lors de l'investiture de Nicolas Sarkozy, elle ne monte pas les marches de l'Élysée. Une absence inédite dans l'histoire politique française. Derrière les ors et les fanfares, un silence lourd. Ce silence va devenir la marque de son retrait progressif. Le pouvoir, pour elle, n'a jamais été une fin. Il l'épuise, l'écrase, l'oblige à se conformer. Le rôle de première dame lui paraît insupportable, artificiel, presque déshumanisant. La femme forte, passionnée, qui a accompagné l'homme dans toutes ses batailles, commence à étouffer dans une cage dorée. Et pourtant, à ce moment-là, personne n'imagine encore la suite, car dans quelques mois, cette femme discrète mais incontournable va poser un acte qui fera trembler les fondations de la présidence, partir, définitivement. L'année 2007 marque l'apogée d'une trajectoire politique et personnelle hors norme. Nicolas Sarkozy, après une campagne tambour battant, remporte l'élection présidentielle face à Ségolène Royal. Mais derrière le triomphe républicain, une anomalie intrigue, l'absence de Cécilia. Absente le soir de l'élection, absente lors du discours de victoire à la place de la Concorde, absente encore à la cérémonie d'investiture. Un silence symbolique, une distance calculée. Pour la première fois dans l'histoire moderne de la République, la première dame refuse la lumière. Et pourtant, quelques mois auparavant, c'est elle qui incarnait une forme d'influence officieuse presque romanesque.
Dans les coulisses du Quai d'Orsay, les diplomates se souviennent encore de la mission Cecilia en Libye. En juillet 2007, elle joue un rôle décisif dans la libération des infirmières bulgares emprisonnées à Tripoli. Elle rencontre personnellement le colonel Kadhafi, sans présence médiatique, sans mandat officiel, mais avec une détermination redoutable. La presse internationale s'emballe. Pour Le Figaro, elle devient l'atout inattendu de la diplomatie française. Pour d'autres, elle incarne une diplomatie parallèle, incontrôlable, dérangeante. Ce moment aurait pu être celui de la consécration. Une première dame forte, engagée, active, une femme moderne à la tête d'un État qui cherche à redéfinir les codes. Mais le conte de fées ne prend pas. Les milieux politiques traditionnels la regardent avec méfiance. Son franc-parler, son goût de la solitude, son refus des convenances perturbent. Les conseillers de l'Élysée confessent à demi-mot « Elle ne voulait pas de ce rôle, elle voulait juste qu'on la lésivre ». Dans le microcosme du pouvoir, Cecilia devient une figure paradoxale. Elle est là, mais ailleurs. Présente, mais distante. Elle ne donne pas d'interview. Elle fuit les dîners officiels. Elle refuse d'accompagner son mari dans certains déplacements. Le protocole en est bouleversé. Même le personnel de l'Élysée s'interroge. Que veut-elle vraiment? Car en apparence, elle a tout. L'élégance, l'intelligence, l'influence. Mais à l'intérieur, quelque chose semble se briser. Nicolas Sarkozy, absorbé par ses nouvelles fonctions, s'enfonce dans une frénésie présidentielle. Elle, au contraire, se referme. La femme de pouvoir devient femme de l'ombre, puis femme en fuite. Et pourtant, leur complicité d'antan fascine encore. Les images d'archives montrent des regards échangés, des gestes tendres, des mots soufflés à l'oreille. Une alchimie rare. En 2004, dans une interview restée célèbre, Sarkozy disait « Sans Cecilia, je ne suis qu'un demi-moi ». Cette phrase, prononcée avec sincérité, résonne comme un aveu d'addiction affective. Elle était sa conseillère, sa muse, son miroir. Mais peut-on être l'ombre d'un homme aussi brûlant sans se consumer? Dans un portrait publié par Paris Match, un proche du couple révèle « Elle l'aimait, mais elle savait qu'elle finirait par disparaître sous le poids de sa lumière ». L'été 2007 est torride. La France découvre un président omniprésent, omniscient, mais visiblement esseulé. Les rumeurs s'emballent. On murmure que Cecilia passe de plus en plus de temps à New York. Elle ne dort plus à l'Élysée, elle ne répond plus au téléphone. Et un matin, elle part. Elle laisse derrière elle un palais, un peuple et un homme à qui elle a tout donné, sauf sa liberté. Ce départ, aussi discret qu'explosif, va ouvrir la voie à l'un des chapitres les plus mystérieux de la présidence Sarkozy. Tout commence par une absence de plus en plus prolongée, puis un silence, et enfin une fuite orchestrée avec une précision glaçante. À l'automne 2007, alors que Nicolas Sarkozy s'apprête à entamer la deuxième moitié de sa première année de mandat, une rumeur devient certitude. Cecilia n'est plus. Non pas décédée, mais disparue, évaporée, volatilisée. L'Élysée tente de maîtriser l'information. On évoque une pause, une réflexion. Mais la vérité est ailleurs, plus brutale. Le divorce est déjà signé. Le 18 octobre 2007, le palais de l'Élysée publie un communiqué de 6 lignes, sobre, chirurgical. Il confirme que Nicolas et Cecilia Sarkozy ont officiellement divorcé. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président en exercice est quitté par son épouse. Une onde de choc politique et médiatique. Les chaînes d'information tournent en boucle. La France entière découvre qu'un homme censé incarner l'autorité, la stabilité, vient d'être rejeté par la femme qu'il aimait le plus. Mais ce que le communiqué ne dit pas, ce sont les mois de chaos qui ont précédé. Les disputes en coulisses, les larmes, les portes claquées, et surtout, cette phrase terrible que Cecilia aurait écrite dans une lettre laissée à son mari « Je ne peux plus vivre une vie qui n'est pas la mienne ». En réalité, leur rupture ne date pas d'hier. Dès le mois de juillet, Cecilia séjourne plusieurs semaines à New York, loin des caméras. Elle est photographiée avec Richard Attias, ancien organisateur d'événements internationaux, avec qui elle avait eu une liaison en 2005, déjà source de tensions conjugales à l'époque. Cette fois, la relation est sérieuse. Le couple se montre ensemble dans les rues de Manhattan, et pour Sarkozy, l'humiliation est publique. Le scandale prend une tournure plus politique encore lorsqu'on découvre que Cecilia, tout en étant encore première dame, a utilisé des moyens diplomatiques pour effectuer ses déplacements personnels aux États-Unis. Des frais auraient été engagés, des passe-droits accordés. La Cour des comptes commence à s'y intéresser discrètement. On parle d'abus de position, de conflits d'intérêts.
L'affaire est vite étouffée, mais la tâche est là. Dans une rare interview accordée au journal L'Est républicain, Cécilia lâche une bombe. « Je ne me sentais pas à ma place à l'Élysée. Je ne suis pas une femme politique. Je ne suis pas une potiche. » Cette déclaration, brutale, sonne comme un uppercut pour l'institution. Elle révèle que même après l'élection, elle avait tenté de convaincre Nicolas de renoncer à la présidence, qu'elle ne voulait pas de cette vie, qu'elle avait perdu sa liberté, sa voix, sa dignité, et qu'elle n'avait jamais été entendue. Plus encore, de proches de l'ex-couple affirment que Cécilia aurait refusé à plusieurs reprises de participer à des événements officiels malgré les insistances du protocole. Lors d'une visite d'État, elle aurait simplement quitté l'Élysée sans prévenir. Une conseillère témoigne sous couvert d'anonymat, « Cécilia ne voulait pas fuir Nicolas, elle voulait fuir la machine qui l'avait transformée. » Et ce n'est pas tout. Quelques mois après le divorce, elle épouse Richard Attias à New York dans une cérémonie sobre mais pleine de symboles. L'image fait mal à Sarkozy. D'autant plus qu'à Paris, la presse People s'enflamme. Qui sera la nouvelle première dame ? Quelques semaines plus tard, Carla Bruni fait son apparition, mais les comparaisons sont cruelles. Là où Carla sourit, Cécilia blessait. Là où Carla jouait le rôle, Cécilia le rejetait. Le contraste devient un sujet national. En privé, Nicolas Sarkozy aurait confié à un proche « Cécilia est la seule femme qui n'ait jamais eu peur de moi ». Une phrase amère, presque nostalgique. Car ce que la France découvre dans cette séparation, ce n'est pas seulement la fin d'un couple, mais la révélation d'un système où l'intime se fracasse contre les murs du pouvoir. Et Cécilia, loin d'être une victime, devient l'icône d'un refus radical, celui de se perdre pour exister dans le regard des autres. Le départ de Cécilia Attias de l'Élysée ne fut pas seulement une rupture conjugale. Ce fut un séisme symbolique, une fracture dans la représentation du pouvoir conjugal en France. Dans les jours qui suivirent le communiqué officiel, Nicolas Sarkozy tenta de montrer un visage ferme. Mais les signes de déséquilibre apparurent vite. Il enchaîne les déplacements, multiplie les interventions publiques, comme pour noyer un vide impossible à combler. Ses proches confient qu'il dort peu, parle sans cesse de reconstruire, d'aller de l'avant. Mais derrière l'hyperactivité présidentielle, une lassitude s'installe. Ses interviews deviennent plus tranchantes, ses saillies plus impulsives. La presse, qu'il avait encensée, commence à évoquer un président instable, blessé, en réaction permanente. La blessure n'est pas seulement affective, elle est existentielle. Pendant plus de 20 ans, Cécilia fut son socle, son miroir, sa partenaire politique et intime. Sans elle, il vacille. Même lorsqu'il officialise sa relation avec Carla Bruni, quelques mois seulement après la séparation, une gêne subsiste. Le remariage est rapide, trop rapide, presque théâtral. Une manière d'imposer une nouvelle image. Mais les Français ne sont pas dupes. Les unes des magazines titrent « L'oubli ou le pansement ». Carla, mais Cécilia reste dans l'ombre. Cécilia, quant à elle, disparaît. Vraiment. Elle s'installe à New York avec Richard Attias, change de nom, s'éloigne du tumulte parisien. Elle refuse les interviews, ne commente plus rien, même pas les élections suivantes. Ce silence, pesant, intrigue plus qu'il ne rassure. Certaines sources parlent de dépression latente, de moments d'effondrement, d'une fatigue accumulée depuis des années. D'autres y voient au contraire une délivrance, une renaissance discrète. Mais la société française, elle, ne l'oublie pas. Chaque apparition de Carla Bruni relance les comparaisons. Dans les sondages, Cécilia reste la première dame la plus marquante de la décennie, malgré un mandat inachevé. Même en politique, ses anciens collaborateurs la regrettent. Une ancienne attachée du ministère de l'Intérieur dira à Libération « Cécilia, c'était une présence, pas besoin de mots, elle imposait par son silence ». L'Élysée, de son côté, peine à refermer la blessure. Jusqu'à la fin de son quinquennat, Nicolas Sarkozy traîne l'image d'un homme dont l'intimité a échappé à tout contrôle. La violence du divorce, la rapidité du rebond, les maladresses publiques, tout semble porter la trace d'un cœur non cicatrisé. En 2016, lors d'une interview au magazine Valeurs Actuelles, il confiera une phrase étrange. « J'ai appris que l'on ne remplace jamais vraiment certaines absences ». Cécilia devient avec le temps une figure fantôme de la République, présente dans les archives, absente des mémoires officielles, un symbole du refus, de la fuite, de la limite qu'aucune fonction, aussi puissante soit-elle, ne peut franchir sans conséquence.
Et c'est peut-être là que réside la plus grande tragédie. Cécilia Attias n'a pas simplement quitté un mari, elle a brisé un mythe, celui d'un homme invincible, d'un amour présidentiel à l'épreuve de tout. Et ce mythe, depuis, ne s'est jamais vraiment reconstruit. Cécilia Attias a disparu de la scène publique comme elle y était entrée. Sans prévenir, sans compromis, sans retour. Elle n'a jamais écrit de mémoire. Elle ne cherche pas à expliquer. Et peut-être est-ce là sa plus grande force, avoir quitté l'Élysée sans vouloir faire le récit de sa fuite. Ce silence volontaire contraste violemment avec l'époque des confidences à tout va, des révélations scénarisées, des vérités recyclées pour la postérité. Elle n'a pas cherché à se justifier, elle a simplement tourné la page, définitivement. Mais pour ceux qui sont restés, le vide demeure. Dans la mémoire collective, elle reste celle qui a osé, celle qui n'a pas courbé l'échine, celle qui a dit non au pouvoir, à l'image, à l'assignation de genre imposée par la fonction de première dame. Une femme qui, en refusant de s'effacer, a paradoxalement marqué l'histoire. Pour Nicolas Sarkozy, la blessure est restée visible, même lorsqu'elle fut niée. À chaque évocation de Cécilia dans les médias, à chaque comparaison silencieuse entre son avant et son après, une mélancolie sourde refait surface. Et même si son mariage avec Carla Bruni a stabilisé l'image présidentielle, rien n'a jamais vraiment remplacé la singularité de Cécilia. La presse, elle aussi, s'est montrée incapable de tourner la page. Encore aujourd'hui, plus de 15 ans après leur séparation, des articles interrogent. Cécilia, la femme qu'il n'a jamais oubliée ? Mais peut-on vraiment oublier celle qui a vu nos failles de l'intérieur ? Celle qui a assisté à chaque victoire comme à chaque effondrement ? Peut-on reconstruire une image après avoir été démasquée à nu par la seule personne qui vous connaissait par cœur ? La réponse peut-être se trouve dans le silence que Sarkozy oppose désormais à toute question sur son ex-épouse. Un silence non pas politique, mais émotionnel, une forme d'élégance contrainte ou d'impuissance résignée. Cécilia Attias n'est pas une icône, ni une victime, ni une héroïne. Elle est simplement un point de rupture dans un récit présidentiel trop bien huilé. Un rappel brutal que le pouvoir n'achète ni l'amour, ni la paix intérieure. Et que derrière chaque figure d'autorité, il existe une vulnérabilité que seule l'intimité peut révéler. À vous maintenant, chers spectateurs. Pensez-vous qu'il soit possible de quitter un palais sans jamais vraiment en sortir du cœur de celui qu'on y a laissé ? Et dans une époque où tout est remplacé, recyclé, rejoué, existe-t-il encore des absences irremplaçables ?